On n'est jamais aussi vulnérable qu'en entrant dans un hôpital pour se faire soigner. Je n'arrive pas à croire que mon mari a été assassiné. On ne saura jamais combien de personnes il a blessées ou tuées. On devait empêcher un tueur en série de nuire. On réalise qu'il y a vraiment des personnes abjectes dans ce monde. James Blanks, 73 ans, et sa femme Kay rentrent à la maison après quelques belles parties de poker. Ce n'était rien par rapport à nos heures de gloire, mais on a gagné quand même. James était un joueur de poker. On jouait tous les deux. On allait souvent jouer ensemble. On était des joueurs invétérés. On a fêté nos 48 ans de mariage. Quand j'avais 20 ans, je suis allée dans un club qui appartenait à James avec quelques copines. C'est ce jour-là que je l'ai rencontré. C'était dingue. Il a eu le coup de foudre. Et moi aussi. On a immédiatement été attirés l'un par l'autre. Tu me sers un verre ? Ça va? Tu veux que j'appelle un médecin? Il m'a dit, j'ai le cœur en feu. J'ai donc insisté. Je préférerais que tu ailles voir un médecin pour voir ce que tu as. Il a accepté et je me suis dit, mince alors, s'il dit oui, c'est que c'est grave. Je vais te conduire à l'hôpital. Je l'ai conduit aux urgences à l'hôpital Mother Frances. Et ils l'ont immédiatement pris en charge. Le médecin a dit qu'il fallait l'opérer. C'est une opération très courante de nos jours. Vous serez bientôt complètement rétabli. Je n'avais pas peur de l'opération, car j'en avais eu une moi-même. Et je savais qu'on n'avait pas le choix. Il a donc donné son accord et il est parti au bloc. Monsieur Blanks a subi une chirurgie cardiovasculaire, une intervention à cœur ouvert très délicate, où les chances de réussite sont beaucoup plus élevées que les risques. Le chirurgien a dit que l'opération s'était bien passée. Et Monsieur Blanks s'est réveillé sans problème. J'étais là à son réveil. Tout va bien. Je l'ai embrassé et je lui ai demandé « Comment ça va, papa ?» Je l'appelais comme ça et pour lui, j'étais maman. Il m'a répondu « J'ai mal, maman ». Et je lui ai dit « Laisse passer la nuit et tu te sentiras beaucoup mieux, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. » Et il m'a répondu « J'espère bien, maman. » Très bien, je reviens demain. Monsieur Blanks se remettait assez bien de son opération. Tout semblait normal. Il convulse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le patient a soudain souffert d'un déficit neurologique inexpliqué.
Après avoir procédé à des examens, on a conclu à un AVC. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et mon téléphone était allumé. J'ai vu que c'était l'hôpital. Je les ai donc rappelés et on m'a répondu tout de suite. « Bonsoir, vous avez tenté de me joindre ?» L'infirmière parlait très vite. On a fait ci, on a fait ça. D'accord, puis elle a fini par me dire « Et il n'a pas survécu. » Quoi? Quoi? Je me souviens avoir hurlé au téléphone. Quoi? Quoi? Le docteur a dit que tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde s'est écroulé autour de moi. Mon mari et moi, on était comme les deux doigts de la main. J'avais l'impression d'être un serre-livre et que l'autre serre-livre était tombé. J'étais au fond du trou. Pendant des mois, ma vie s'était effondrée. Je voulais la récupérer. 7 mois après le décès de James Blanks, Ronald Clark, 68 ans, est admis à l'hôpital Christus Trinity Mother Frances. James Clark a été hospitalisé pour un problème cardiovasculaire. Il y a un centre préopératoire où les patients sont admis le matin même de l'intervention pour faire un bilan de santé et s'assurer qu'ils sont suffisamment en forme pour supporter l'opération. On se revoit au bloc opératoire et vous serez sur pied en un rien de temps. Le médecin est resté pas mal de temps auprès du patient et de sa famille. Il leur a tout expliqué. Le déroulement de l'intervention, ce à quoi la famille pouvait s'attendre et comment ça allait se passer après l'opération. Les patients qui ont subi une chirurgie cardiaque sont généralement transférés à l'unité de soins intensifs cardiovasculaires, où ils passent au moins quelques heures, souvent la première nuit. Si tout se passe bien, ils sont transférés dans une unité de soins intensifs dès le lendemain. L'opération de M. Clark s'était bien passée. Tout allait pour le mieux. Le patient avait même reçu la visite de sa fille. Avant de partir, elle lui avait promis de revenir lui rendre visite à l'hôpital le lendemain. Et un déficit neurologique inexpliqué a encore eu lieu en pleine nuit. On a d'abord réussi à le réintuber et à le stabiliser. Mais le patient n'a pas survécu à ses blessures et il est décédé. Les deux décès sont suffisamment éloignés dans le temps pour ne pas éveiller les soupçons. On essaie toujours d'évaluer pourquoi ça a mal tourné, pour quelles raisons. Est-ce qu'on a loupé quelque chose ? Après le décès de Ronald Clark, Christopher Greenaway a été admis dans ce même hôpital pour une intervention chirurgicale bénigne. Il avait 47 ans. Christopher Greenaway était relativement jeune et il allait subir un pontage aorto-coronarien de routine. Il n'y avait aucune raison pour qu'il ne se rétablisse pas. C'était un candidat parfait pour ce type d'opération. Vous allez sortir d'ici dans très peu de temps. On y va. Le soir de l'opération, il se remettait très bien. Bonsoir Chris, on dirait que tout s'est bien passé, comment vous sentez-vous? Ça va. C'est bien, ça se voit. Il a même dit qu'il avait faim et qu'il voulait manger un bon steak. Il voulait se lever et partir. Ne vous inquiétez pas, tout est parfait. Vous êtes en pleine forme. Vous pouvez poser le bras, c'est parfait.
L'infirmier qui s'occupait de Christopher Greenway était si confiant qu'au milieu de la nuit, il est sorti pour acheter quelque chose à manger. Je vais chercher à manger. Pouvez-vous surveiller mon patient un petit moment? Pas de problème. Merci. Quand Ben, l'infirmier, est revenu dans le bâtiment, il a appelé l'ascenseur et le système d'alarme de l'hôpital a signalé un problème dans la chambre numéro 102. En fait, il s'agissait bien de Monsieur Greenway. Ça recommence. Monsieur Greenway a été stabilisé immédiatement et le tube respiratoire remis en place. Puis il a été transféré dans la salle de tomodensitométrie. À ce moment-là, on lui a fait passer un scanner. Le radiologue m'a montré les résultats et il m'a demandé « Vous pensez que c'est de l'air ?» Et j'ai répondu « C'est de l'air, j'en suis certain. Mais c'est un phénomène très rare. » Et j'ai rajouté « Il y a une anomalie avec le cathéter artériel de ce patient. » Le cathéter artériel permet une surveillance continue et fiable de la pression sanguine. Si des bulles d'air pénètrent dans une artère, elles peuvent atteindre le cerveau et provoquer un AVC. Pour moi, c'était évident qu'il se passait quelque chose d'anormal avec le cathéter. Christopher Greenway s'éteint 2 jours plus tard. C'est le 3e décès inexpliqué du même type en 8 mois. Les gens ont sérieusement commencé à se poser des questions. Ce genre de complications ne se produit jamais nulle part aussi fréquemment. C'est clair qu'il se passait quelque chose d'anormal. On doit trouver la cause de ces décès. La direction de l'hôpital a commencé par faire une évaluation à 360 degrés. Ils ont examiné l'ensemble du processus de mise en place du cathéter artériel depuis la pose et jusqu'à ce que le patient sorte de l'hôpital pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème avec l'équipement. On a aussi installé des caméras de surveillance supplémentaires à l'étage des soins intensifs pour qu'on puisse voir et comprendre exactement ce qu'il se passait. Mais ces événements inexpliqués ont continué, à une cadence de 2 fois par mois ou avec 1 mois d'intervalle. Le fait que ça ne s'arrête pas a entraîné une atmosphère de méfiance au sein même de l'hôpital. Faites attention. Les infirmiers se sont ligués contre les médecins contre les infirmiers. Les infirmiers pensaient qu'il y avait un souci au bloc opératoire. Les médecins suspectaient un problème dans les chambres. En janvier 2018, Joseph Kalina, 58 ans, est hospitalisé d'urgence pour une chirurgie cardiaque. L'opération s'est bien passée. Tout allait bien. L'équipe de jour a été remplacée par l'équipe de nuit avec 2 infirmiers chevronnés. Au milieu de la nuit, les alarmes se sont déclenchées. Il convulse. Les tracés ne sont pas bons. Les infirmiers se sont précipités dans la chambre. Son cœur était très rapide et sa pression artérielle très basse. Ils ne comprenaient pas d'où venait le problème. Il est stable. On va lui faire une IRM. On lui a fait un diagnostic complet, y compris une IRM qui a révélé des AVC massifs dans les 2 hémisphères du cerveau. Monsieur Kalina a séjourné longtemps à l'hôpital. Il est resté aux soins intensifs pendant de nombreux jours avant d'être transféré dans un service de soins de suite et de réadaptation.
Presque tous les patients présentaient le même type de lésion cérébrale. C'était la conséquence de l'air injecté dans leur système artériel. La direction de l'hôpital est maintenant convaincue que ce ne sont pas des accidents. Le lendemain, les responsables de l'hôpital visionnent les images des caméras de surveillance, car il faut éviter à tout prix qu'un accident de ce type se produise à nouveau. La vice-présidente associée Deb Cholette et le personnel de sécurité de l'hôpital se concentrent sur la nuit où Joseph Kalina a fait un AVC. L'idée de départ était de prouver que ces accidents ne pouvaient en aucun cas être provoqués volontairement. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'une personne qui a prêté serment puisse faire une chose pareille. L'alarme de Monsieur Kalina s'est déclenchée à 1h22 du matin. On va donc partir d'ici. On voyait plusieurs membres du personnel hospitalier, des inhalothérapeutes, des infirmiers, tous se précipiter dans la chambre du patient. Bien, mettez 5 minutes avant le déclenchement de l'alarme. On voyait un infirmier rentrer dans la chambre. Il y est resté 1 minute. Puis, il est ressorti et il a longé le couloir. L'infirmier s'installe ensuite au poste de travail du personnel. Il est partiellement hors champ. Et soudain, sur les images, j'ai vu des gens se précipiter dans la chambre du patient. Cette chambre que l'infirmier venait de quitter. Qu'est-ce qu'il fait? Quand j'ai vu que l'infirmier observait la scène sans broncher, je n'en croyais pas mes yeux. Qui est-ce? C'est Will Davis. Il s'est ensuite planté dans l'embrasure de la porte de la chambre et a observé M. Kalina qui agonisait. Imaginons que je sorte de la chambre d'un patient et que l'alarme se déclenche tout de suite après mon passage. Je me serais précipité immédiatement pour voir ce qui s'est passé. C'est la réaction normale d'un membre du personnel médical. Allez au moment où Will entre dans la chambre. On voyait Will Davis sortir de la réserve. Si on ralentissait la séquence et on regardait attentivement image par image, on distinguait une seringue dans sa main. Davis est sorti de la chambre et moins de 2 minutes après, M. Kalina a fait un AVC inexpliqué. Quelle est la date du dernier AVC avant qu'on installe les nouvelles caméras? Le fichier de l'hôpital révèle que le dernier accident vasculaire cérébral a eu lieu 2 mois plus tôt. Pam Henderson avait 63 ans. C'était une infirmière retraitée qui avait passé sa vie à aider les autres. Elle et son mari venaient de prendre leur retraite et ils se réjouissaient de profiter de l'âge d'or. Mais avant cela, elle devait subir une intervention chirurgicale. L'opération s'est bien passée et elle se remettait sans problème. Elle jouait avec son iPad, discutait avec les infirmières.
Pam Anderson était subitement en état de détresse. Elle ne répondait plus au personnel médical, elle ne pouvait plus parler et elle avait du mal à ouvrir les yeux. Ils l'ont stabilisée et ils ont immédiatement fait un diagnostic pour comprendre ce qui s'était passé. Sur le scanner, on a de nouveau relevé de petites bulles d'air qui ont provoqué l'AVC. Heureusement, Pam Anderson a survécu. Après ça, elle ne pouvait presque plus marcher ni prendre soin d'elle. Elle a perdu son autonomie et ça lui a gâché le restant de sa vie. Le personnel de l'hôpital a retrouvé des images de l'époque. Et on voit M. Davis entrer dans la chambre de Mme Anderson. Avant ça, elle se remettait bien, puis elle a eu ce phénomène inexpliqué et imprévisible. L'hôpital a donc commencé à comptabiliser des victimes. La direction de l'hôpital examine l'emploi du temps du personnel chaque fois qu'un épisode anormal s'est produit les 12 derniers mois. Ces patients présentaient tous des lésions cérébrales inhabituelles, mais d'une similitude très frappante. On en a donc conclu que quelqu'un commettait ces actes volontairement. Et tous ces incidents se sont produits à l'unité de soins intensifs les jours ou les nuits où Will Davis travaillait. Mettez-le immédiatement à pied. À l'hôpital Christus Trinity Mother Frances de Tyler, l'infirmier Will Davis est mis à pied. Il fait l'objet d'une enquête interne. Ils ont commencé à interroger les infirmiers et à passer en revue les registres médicaux pour être certains de ne pas faire fausse route. Leur but était de prouver que Will Davis n'était pas responsable, car dans leur esprit, une personne qui a prêté serment de s'occuper d'autrui ne peut pas faire ça. Ils l'aimaient bien, ils le trouvaient chouette et très prévenant. Est-ce que quelque chose vous a frappé? Un jour, Davis a été surpris dans la chambre et il y avait une seringue dans le cathéter. À tout à l'heure. Il a aussi été aperçu en train d'administrer des médicaments ou de vérifier le cathéter de ses patients. Mais à l'époque, personne n'y a prêté attention. Bien, je vous remercie. C'est si horrible que personne n'arrive à croire que Will Davis met la vie de ses patients en danger volontairement. On n'est jamais aussi vulnérable qu'en entrant dans un hôpital pour se faire soigner. Quand on est hospitalisé, des infirmiers nous injectent toutes sortes de substances. Les médecins nous prescrivent des médicaments. On est dans une situation où on doit faire une confiance aveugle au personnel médical. Le 26 janvier, la vice-présidente associée de l'hôpital, Deb Cholette, reçoit un appel de Will Davis, qui n'est autre que l'infirmier qui fait l'objet d'une enquête interne. Je suis très perturbé par toute cette histoire. C'est une situation que j'ai jamais vécue, alors je suis un peu perdu. Je sais pas quoi dire. Est-ce que je suis le seul à être traité de la sorte? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je comprends pas. Que se passe-t-il? Oui, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je ne peux pas vous donner plus d'informations à ce stade. Mais je vous assure qu'on met tout en œuvre pour que l'enquête se termine au plus vite. Elle lui a explicitement demandé de se tenir à l'écart dans le but d'assurer le bon déroulement de l'enquête de l'hôpital. Je savais que la situation était délicate, mais pas à ce point. Si j'ai bien compris, j'ai pas le droit d'entrer en contact avec le personnel de l'hôpital, c'est ça? Oui, je pense qu'en ce moment, vous devriez éviter de parler à qui que ce soit. Vous avez le droit de communiquer avec le directeur. C'est la seule personne que vous pouvez contacter pour l'instant. Bien. 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 Merci, Will. Au revoir. Merci à vous, au revoir.
2 jours plus tard, l'hôpital convoque Will Davis pour lui demander de raconter ce qu'il s'est passé dans la chambre de Joseph Kalina. On aimerait comprendre ce qu'il s'est passé. D'accord. Je vais commencer par le début. Comme vous le savez, je m'occupe des patients des chambres 18, 19 et 20, Oui. qui sont à côté de la chambre 21, donc apparemment Oui. de celle du patient en question. Ben est allé à côté pour aider Leslie à faire des analyses. D'accord. En général, on se donne des coups de main les uns les autres. Je peux appeler un collègue pour s'assurer que tout est normal, surtout si c'est juste après une intervention. Donc soudain, j'ai entendu le bip de l'intraveineuse. Oui. Je suis allé dans la chambre voir ce qu'il se passait, et le patient m'a demandé ce qu'était ce bip. Will raconte qu'il a réinitialisé le système d'alarme et rincé le cathéter de Joseph Kalina. J'ai rincé le cathéter, le sang a été évacué, tout est rentré dans l'ordre. D'accord. Ensuite, tout m'a semblé normal et j'ai quitté la chambre. J'ai rien fait d'autre. J'y suis allé avec de bonnes intentions et j'ai fait tout ce que j'étais censé faire. C'est ce que j'aurais fait à n'importe quel patient, y compris les miens. À votre avis, il s'est passé combien de temps entre le moment où vous avez entendu l'alarme et celui où vous êtes entré dans la chambre pour aider? J'ai immédiatement traversé le couloir pour aller voir ce qu'il se passait. Quand vous êtes entré dans la chambre, vous avez dit « Les gars, j'étais ici il y a 5 minutes. En fait, J'ai rincé le cathéter, j'ai réinitialisé la pompe, il me parlait. Il vous a parlé? j'ai pas dit ça. J'aimerais l'avoir dit. Si on regarde les images, il ne retourne pas immédiatement dans la chambre de M. Kalina. Il est assis devant le PC et observe la scène à distance. Malgré le fait qu'il soit le dernier infirmier à avoir traité Joseph Kalina, Will Davis reste assis au poste de travail du personnel pendant 3 minutes avant d'intervenir. Il est allé dans la chambre et a raconté des mensonges à Madame Chelette. Bien, Oui. c'est bon. On a terminé pour aujourd'hui. Oui. D'accord. D'accord. On va arrêter d'enregistrer. Passez-moi la police. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'appeler la police. Et ils ont signalé qu'un employé de l'hôpital mettait volontairement en danger la vie des patients. Commissaire Roberts? Il soupçonnait l'existence d'un tueur en série à l'hôpital Christus. En février 2018, le chef de la police m'a contacté au sujet d'une enquête en relation avec l'hôpital Christus Mother Frances. Très bien, j'y vais. Le plan consistait à faire appel à des agents de différentes spécialités et au personnel de l'hôpital. C'est grâce à une bonne collaboration entre les différents acteurs et en mettant à profit les compétences de chacun qu'on va pouvoir mener l'enquête à son terme rapidement. Le personnel de l'hôpital rencontre les policiers pour évoquer les morts suspectes. On a passé en revue la liste des soupçons qui pèsent sur William Davis, ainsi que son entretien avec les responsables de l'hôpital au sujet de ces incidents inexpliqués. Sa version des faits ne correspond pas aux images des nouvelles caméras de surveillance. Les images de la vidéosurveillance pointent Will Davis du doigt. C'était inimaginable qu'une chose pareille puisse se passer dans un hôpital. Quand j'ai vu les images, tout de suite, j'ai su qu'on avait affaire à un cas pathologique. On a mis Will Davis à pied, mais cette affaire n'est maintenant plus de notre ressort. Après ces investigations, il pourrait y avoir jusqu'à 7 victimes potentielles. Il était de notre devoir de localiser le suspect, de l'identifier formellement et de rendre justice aux victimes de ces crimes. Nous étions en train d'élaborer toutes sortes de stratégies pour entrer en contact avec lui. Mais on était loin de se douter qu'il allait nous joindre par téléphone.
Bonjour Will, comment ça va? Mon bébé était malade hier, ma petite fille était malade. Elle va mieux? Elle va beaucoup mieux. Je pense que c'était seulement une sinusite ou un rhume. Il avait une femme et 2 enfants. L'un des 2 était encore un nourrisson et il essayait de nous faire croire qu'il était un père attentionné. J'essaie de comprendre ce qu'il se passe avec l'hôpital. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises et apparemment, ils vont me licencier. Je n'ai aucune explication de la raison de ce renvoi. Je n'apprécie pas ce genre d'attitude. C'est pas professionnel. L'une des choses que j'ai trouvé intéressante dans la conversation avec William Davis, c'est qu'il était très habile. Il ne me semble pas avoir fait quelque chose de mal. Oui. Et je comprends pas ce qu'il me reproche. On entend l'anxiété et le ressentiment lors de l'appel téléphonique de William Davis. Ils se mettent d'accord pour se recontacter dans quelques jours. Merci de m'avoir appelé. Pas de problème. Très bien, bonne journée. Merci, de même. Au revoir. Au revoir. Une personne du service de police a contacté mon bureau pour demander s'il y avait un neuroradiologue qui était prêt à témoigner en tant qu'expert. On m'a apporté l'ensemble des dossiers médicaux des victimes potentielles de William Davis. En regardant ces dossiers de plus près, on a pu voir quels patients avaient eu un accident vasculaire cérébral expliqué et lesquels avaient eu un accident cérébral inexpliqué. Quand on voyait de l'air dans le cerveau, c'était évident que c'était ça qui avait provoqué l'AVC. Les experts médicaux ont pu nous montrer le moment précis où ils pensaient que l'air avait été introduit dans le cathéter. Vous suspectez que l'air a été injecté sur ce plateau? Pour un œil non averti, la forme des ondes ressemble à un gribouillis sur une feuille de papier. Mais pour le personnel médical, elle suit la pression artérielle et le rythme cardiaque du patient. Il y avait soudain ces plateaux, ces lignes plates. C'était l'introduction de l'air. Les enquêteurs connaissent maintenant l'heure exacte grâce à ces plateaux révélateurs. Ils reviennent sur les images de surveillance pour voir si elles correspondent au mouvement de Will Davis. Will Davis rentre dans la chambre et au même moment, on a cette forme d'onde qui indique une injection d'air dans son cathéter artériel. Ainsi, grâce à la vidéo et au relevé des données du moniteur, on a pu démontrer que Will Davis injectait de l'air pendant qu'il était dans la pièce. L'importance des images de la caméra ne peut pas être sous-estimée. Elle démontre le moment où l'air a été injecté et les déplacements de Will Davis sont parfaitement concordants. Ça coïncide avec la présence de Davis dans la chambre. Le commissaire Jeff Roberts appelle Will Davis pour lui parler d'une autre victime potentielle, Christopher Greenway. Will Davis? Lui-même. Bonjour, c'est Jeff Roberts. Comment ça va? J'ai dû jouer la comédie avec cette personne que je savais capable d'une telle monstruosité. Pour le coincer, il fallait que je flatte son ego. Il y a eu le cas de Christopher Greenway. Est-ce que vous avez soigné Monsieur Greenway d'une manière ou d'une autre? Tout ce dont je me souviens au sujet de ce patient, c'est qu'il était plutôt jeune, il me semble. Il avait 47 ans. Vous avez vérifié son cathéter? Est-ce qu'il était posé correctement? Vous vous souvenez de quelque chose à ce sujet? Je me souviens que je suis allé... La seule chose dont je me souvienne, c'est qu'il a dit que l'une des intraveineuses pourrait... Prenez votre temps. Je préfère que vous me disiez les choses dont vous vous souvenez plutôt que d'inventer des choses. La seule chose dont je me souvienne vraiment, pour être honnête, c'est que j'ai rincé le cathéter. Ce qui signifie qu'il est entré en contact avec le cathéter artériel du patient. Merci, monsieur. De rien. Le commissaire Roberts appelle l'hôpital. Bonjour, ici le commissaire Jeff Roberts. Est-ce qu'il y a eu d'autres incidents depuis la mise à pied de Will Davis?
Ce qui nous a vraiment convaincus, c'est que depuis le renvoi de l'hôpital de M. Davis, depuis qu'il a cessé de travailler, il n'y a plus eu d'AVC inexpliqué. Très bien, merci. Ça ne peut être que lui. On a compris qu'on avait un suspect et qu'on devait empêcher un tueur en série de nuire. On a donc pris la décision de procéder à une perquisition au domicile de William Davis. Bonjour Madame Davis, je suis le commissaire Roberts. J'ai un mandat pour perquisitionner votre domicile. Est-ce que William Davis est ici? Vous nous laissez entrer? On a réquisitionné des éléments de preuve tels que les ordinateurs et les téléphones portables. Comme on peut l'imaginer, l'analyse criminelle opérationnelle a consisté à passer en revue d'énormes quantités de données. Les forces de l'ordre ont relevé un SMS entre M. Davis et une autre infirmière. Il lui disait qu'il allait travailler cette nuit et elle lui a répondu « Essaie de ne tuer personne ». Et il a rajouté « On ne m'appelle pas The Closer pour rien ». Il en est fier. Quand les forces de l'ordre ont interrogé l'infirmière, elle a dit que c'était un peu d'humour noir. Il y a eu d'autres incidents. Quand Deb Chelette a interrogé Will Davis, elle lui a demandé de ne rien divulguer pour ne pas entraver l'enquête de l'hôpital. Mais en procédant à l'analyse criminelle opérationnelle du téléphone de Will Davis, on a constaté qu'il avait fait exactement le contraire. Il est resté en contact avec les infirmières pour tenter de découvrir ce qu'elles savaient. Il manipulait ses collègues de travail de manière très active. Il leur disait « Les médecins ont de mauvais résultats et finalement, on est les boucs émissaires. Je suis un bouc émissaire et vous ne me soutenez pas. » Il y avait tout un tas de SMS de ce genre qui avaient pour objectif de diriger les soupçons vers quelqu'un d'autre. Les preuves qu'on a trouvées ont confirmé ce qu'on savait déjà, à savoir que William Davis était un tueur. Will Davis a effectué des recherches sur Internet qui prouvent qu'il s'interrogeait sur les conséquences de l'introduction d'air dans une perfusion intraveineuse. Il s'est donc documenté sur la façon de tuer un patient. On a la preuve qu'il planifiait ça depuis longtemps. De plus, Will Davis s'est penché sur le parcours de tueurs en série célèbres. Il s'intéressait à leur bilan. On avait l'impression qu'il voulait comparer son palmarès de victimes à celui des autres tueurs. Will Davis est convoqué au poste de police pour récupérer les biens qui ont été réquisitionnés. Approchez. Ouais. Monsieur Davis? Lequel? Vous? Ok. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Voici ma carte d'identité. Merci. Entrez et asseyez-vous. Levez-vous. Merci. Tournez-vous face au mur. Oui, monsieur. Vos mains derrière le dos. Bien. Voilà. Je vais vous passer les menottes. Bien. Vous êtes en état d'arrestation. Ok. Vous avez autre chose que de l'argent dans vos poches? Je ne crois pas. L'arrestation de Will Davis fait la une des journaux et arrive aux oreilles de la veuve Kay Blanks. Ma meilleure amie m'a appelée. Allô? Elle m'a dit, allume la télé. Oui, merci. Merci de m'avoir prévenu. Merci. Elle m'a dit que mon histoire ressemblait beaucoup à celle d'autres victimes. Je suis tombée des nues. J'étais en état de choc. Ce type qui se faufile partout pour faire autant de mal, c'est incroyable.
C'est tout simplement inimaginable. Le décès d'un être aimé, c'est déjà horrible. Mais penser que quelqu'un l'a tué, ça dépasse l'entendement. Le procès de Will Davis débute en septembre 2021. Il est accusé de meurtre aggravé. Le jury découvre à quel point il a pris du plaisir à injecter de l'air dans les artères des 12 victimes présumées, causant ainsi des lésions cérébrales irrémédiables. Will Davis est resté assis pendant tous les témoignages, ceux du personnel médical ou ceux des survivants qui racontaient les infirmités et les problèmes qu'ils enduraient quotidiennement à cause de lui. Et il restait stoïque. Il n'avait pas l'air affecté. Il semblait dépourvu de remords. Il est reconnu coupable du meurtre de 4 de ses patients et condamné à mort. Quand j'ai entendu coupable, j'étais vraiment soulagé. C'était important pour moi de voir que notre travail d'enquête a permis, dans la mesure du possible, à ces familles d'obtenir réparation. Sa femme l'a appelé ce soir-là et elle lui a dit « Tu viens d'être condamné. Dis-moi la vérité. Dis-moi ce qui s'est passé. » J'ai besoin de savoir si les faits qu'on te reproche sont vrais. Je veux savoir si tu les as faits intentionnellement. J'avais pas de mauvaise intention. Même si tu ne peux pas te l'avouer à toi-même et que tu n'assumes pas tes actes, nous, on a besoin de comprendre. Fais-le pour tes enfants. Je vais pas vous mentir, je pouvais pas me permettre de perdre mon travail. J'ai donc fait en sorte que les gens restent à l'hôpital plus longtemps. Il fallait que le nombre de patients reste stable pour que je garde mon travail. Il a dit à sa femme qu'il avait tué ses patients parce qu'il voulait prolonger leur hospitalisation pour garder son travail et ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Il dit avoir joué avec la santé des patients pour des questions d'argent, ce qui n'est pas vrai du tout. Il n'a jamais assumé ses responsabilités. Je ne te crois pas quand tu me dis que tu les as rendus malades intentionnellement pour les garder plus longtemps. Pourquoi tu as pris ces risques? Tu imagines ce que ressentent les familles? Ouais. Tu es malade? La prochaine fois que tu iras dans cette salle d'audience, je veux que tu prennes le temps de te lever pour t'excuser auprès des victimes et de leurs familles. Quand j'ai écouté cette conversation, j'ai vu qu'elle avait compris le mal que son mari avait fait. Elle a considéré qu'il était de son devoir d'obtenir des excuses de sa part pour aider ses familles à faire leur deuil. Je lui tire mon chapeau pour avoir pris cette initiative. Mais cette conversation n'a fait que confirmer les soupçons qui pesaient sur lui. Le fait que son mari avait tué plusieurs personnes. L'hôpital a pris contact avec les victimes présumées pour leur dire « On pense que vous ou votre proche avez été victime de Will Davis. Même si c'était très dur, ils ont fait ce qui était juste. » Quand je suis arrivée à la barre des témoins, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et il me semble lui avoir dit « Will Davis, je suis Kay Blanks. Je suis la femme de James. Je suis ici grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et je veux vous dire que je vous pardonne. Parce que Dieu nous dit de pardonner. » L'intervention de Kay Blanks a été l'un des moments les plus marquants du procès, car c'est la seule fois où j'ai vu Will Davis craquer et pleurer.
Les victimes qui ont survécu vont devoir passer le restant de leur jour dans l'état dans lequel elles se trouvent. Les membres de leur famille vont devoir surmonter le fait que l'être aimé a été assassiné dans un endroit où il aurait dû être en sécurité. Je n'oublierai jamais le mal que Will Davis a fait. C'était un monstre. Je n'arrive pas à croire que mon amour a été assassiné.